C'était un mardi après-midi de novembre, et ma vie bascula. J'étais assis dans mon bureau, entouré de dossiers et du doux ronronnement de mon ordinateur, une journée ordinaire dans la vie d'un ingénieur en bâtiment à la retraite de 67 ans. Dehors, l'automne colorait les feuilles de notre jardin de chaudes nuances dorées, tandis que je triais les documents pour notre déclaration d'impôt. Le téléphone d'Elga, ma femme depuis 42 ans, vibrait sur la table de la salle à manger. Elle était partie faire des courses, et je n'y ai pas prêté attention. Jusqu'à ce qu'il vibre à nouveau. Et encore. 3 messages en rafale. Normalement, j'aurais ignoré ou je n'ai jamais été du genre à fouiller dans la vie privée de ma femme. Mais quelque chose dans la persistance de ces notifications a attiré mon attention. En me levant et en m'approchant de la table, j'ai vu le nom affiché sur l'écran, Dr Berger. Le nouvel orthopédiste d'Elga, celui qui traitait son arthrite. L'aperçu du message fit vaciller mon cœur, tu me manques. J'ai hâte à demain. Je pense à. Le reste était coupé. Mes doigts tremblaient lorsque je me suis saisi du téléphone. Je savais que je franchissais une limite, mais quelque chose en moi, un instinct qui sommeillait depuis 4 décennies, s'éveilla de toutes ses forces. Les mains moites, j'ai déverrouillé son portable. Le lecteur d'empreintes digitales m'a reconnu où nous nous étions mutuellement ajoutés comme backup il y a des années, pour les urgences. Était-ce une urgence? Je ne savais pas. Je savais seulement que je devais lire ce qui était écrit. Le message complet me bouleversa jusqu'à la moelle, tu me manques. J'ai hâte à demain. Je pense à ta peau sous mes mains. Pas seulement comme patiente cette fois. Mon estomac se noie. Le monde autour de moi sembla se brouiller, les feuilles d'automne dorées devant la fenêtre se transformèrent en une tache de couleur indistincte. Je m'effondrai sur une chaise, le téléphone toujours à la main, et ouvris tout l'historique des conversations. Ce que je découvris était la chronique d'une liaison qui durait apparemment depuis 2 mois. Depuis le premier traitement d'Elga chez le docteur Berger pour ses douleurs articulaires croissantes. Alors que je m'inquiétais pour sa santé, cet homme, ce médecin en qui nous avions confiance, l'a traité d'une manière bien différente. Aujourd'hui était magnifique, avait-elle encore écrit hier. Utiliser ton cabinet après les heures de bureau a quelque chose d'interdit qui me rajeunit. Jeune. Le mot me frappa comme un coup de poing. Quand Elga avait-elle cessé de se sentir jeune à mes côtés? Quand étais-je devenu ce que j'étais maintenant, un homme vieillissant aux cheveux gris et aux os douloureux, incapable de rendre sa femme heureuse? Le bruit d'un moteur de voiture dans l'allée me tira de ma stupeur. Elga était de retour. Pris de panique, je reposai le téléphone exactement là où il était et me réfugiai dans mon bureau. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle puisse l'entendre à travers la porte fermée. Friedrich? Je suis rentré. Sa voix était claire et insouciante, comme toujours. Comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas juste échangé des messages avec son amant. Je suis dans le bureau, répondis-je et fus effrayé par le son de ma propre voix au plat et sans vie. Allait-elle le remarquer? La porte s'ouvrit, et la voilà homme à Elga, 65 ans, avec sa coupe au carré poivre et sel et le sourire chaleureux que j'aimais depuis notre première rencontre à l'université. Elle portait un nouveau chemisier, l'avais-je déjà vu? Bleu marine avec un motif discret. L'avait-elle acheté pour lui? Tu vas bien? Tu as l'air pâle. Elle fronça les sourcils, et pendant un instant, je pensais que j'allais m'effondrer et lui balancer tout ce que j'avais découvert. Au lieu de cela, je me forçais à sourire. Juste fatigué de ces chiffres. Tu sais à quel point je déteste les papiers d'impôt. Elle acquiesça avec compréhension et s'approcha pour m'embrasser sur la joue. Son parfum familier a un mélange de lavande et de quelque chose qui sentait tout simplement. Elga m'enveloppa. Je fermai les yeux et me demandai si le docteur Berger connaissait aussi ce parfum. S'il avait enfoui son visage dans ses cheveux, comme je l'avais fait des milliers de fois. Je nous prépare un thé, dit-elle en disparaissant vers la cuisine. Je restais là avec le sentiment que ma vie, notre vie, était soudainement devenue un mensonge. La pièce dans laquelle j'étais assis, la maison que nous avions rénovée ensemble, les photos de nos enfants et petits-enfants sur les murs, tout me paraissait étrange et irréel. Demain, avait-il écrit. Demain, il se reverrait. Et je devais décider de ce que j'allais faire. La confronter? Garder le silence? Faire comme si je n'avais rien vu? Dans la cuisine, des tasses s'entrechoquaient. Elga fredonnait doucement pour elle-même, une mélodie que je ne reconnaissais pas. Était-ce une nouvelle chanson? Quelque chose qu'il lui avait montré?
Je fixais l'écran de mon ordinateur où les chiffres de nos finances communes commençaient à se brouiller. 42 ans. Presque un demi-siècle pendant lequel j'avais cru que nous étions heureux. M'étais-je tellement trompé? Ou était-ce quelque chose de nouveau, quelque chose que je pouvais encore arrêter? Le soleil disparut derrière les arbres et des ombres s'étendirent sur mon bureau. À ce moment précis, je pris une décision, je n'agirais pas de manière précipitée. Je recueillerais des preuves, je comprendrais ce qui se passait avant de mettre en jeu notre mariage, notre vie. Le thé que Helga m'apporta avait un goût amer. Où est-ce que je m'imaginais cela? Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté d'Helga, dont les respirations calmes révélaient qu'elle dormait profondément. Comment pouvait-elle dormir si paisiblement alors que mon monde était en miettes? Le faible clair de lune filtrait à travers les stores à moitié ouverts et dessinait des rayures sur notre couvre-lit. J'observais son visage, détendu, presque juvénile dans la lueur argentée. Les fines ridules autour de ses yeux, que j'avais toujours aimées parce qu'elles témoignaient d'une vie pleine de rire, me semblaient soudainement être des traces de secret. Nous nous étions rencontrés en 1978 à l'université technique. J'étudiais le génie civil, elle, les sciences de l'information. Notre première rencontre à la bibliothèque universitaire était digne d'un film, j'avais du mal à trouver un manuel spécialisé, et elle, alors étudiante travailleuse, m'avait aidé avec un sourire espiègle. Les hommes, avait-elle dit, toujours trop fiers pour demander leur chemin. J'avais été immédiatement fasciné par son franc-parler et son humour. 3 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Nos enfants, Lucas et Johanna, sont nés en 1983 et 1985. Nous avons acheté cette maison dans la banlieue de Hambourg, l'avons rénovée à maintes reprises au fil des années. J'ai fait carrière dans une entreprise de construction de taille moyenne, Helga a travaillé à la bibliothèque municipale, puis comme responsable du rayon jeunesse. Une vie ordinaire, pourrait-on dire. Mais pour moi, elle était extraordinaire parce que c'était notre vie. Y avait-il eu des signes? Avais-je négligé quelque chose? Il y a environ 6 mois, Helga a commencé à se plaindre de douleurs croissantes aux mains. De l'arthrite, supposions-nous tous les deux. Le docteur Winkelmann, notre médecin de famille depuis plus de 20 ans, l'a adressé à un spécialiste, le docteur Berger, un orthopédiste soi-disant excellent avec un cabinet dans le centre-ville. Il est très bon, avait dit le docteur Winkelmann, et encore relativement jeune. Il apporte un vent de fraîcheur et de nouvelles méthodes dans le traitement. Jeune. Le mot résonnait dans ma tête. Quel âge? 40? 45 ans? Helga était revenue enthousiaste de son premier rendez-vous. Il a pris tellement de temps, s'est-elle exclamée. Il a vraiment écouté, pas comme certains médecins qui vous expédient en 5 minutes. J'étais content pour elle. Enfin quelqu'un qui prenait ses plaintes au sérieux. Les traitements ont commencé, d'abord 1 fois par semaine, puis 2 fois. Kinésithérapie, exercices spéciaux, une nouvelle médication. Tu veux que je t'accompagne, avais-je proposé à plusieurs reprises. Pas besoin, était toujours sa réponse. Tu as ton club d'échecs le mardi, et je suis une grande fille. Une grande fille. La formulation me semblait maintenant étrangement coquette. À peu près au même moment, elle a commencé à accorder plus d'attention à son apparence. De nouvelles robes, une autre coupe de cheveux. Elle s'est inscrite à la salle de sport, le docteur Berger dit que l'exercice est important pour mes articulations. Son smartphone, un cadeau de Lucas pour Noël, est devenu son compagnon constant. J'avais été heureux qu'elle se familiarise avec la technologie, après avoir été sceptique pendant des années. Regarde, j'ai installé cette application de fitness, m'a-t-elle montré fièrement. Elle compte mes pas et me rappelle les exercices. Écrivait-elle déjà avec lui à cette époque? Non, cela a dû commencer plus tard. Selon les messages que j'avais vus, la liaison ne durait que depuis environ 2 mois. 2 mois. Septembre. Qu'est-ce qui avait été différent en septembre? Alors, je m'en suis souvenu, sa sœur Ingrid nous avait rendu visite pendant 1 semaine. Helga avait été inhabituellement irritable, s'était disputée plusieurs fois avec Ingrid, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Une fois, elle avait même quitté la maison pour prendre l'air et n'était revenue que 3 heures plus tard. Avec les joues rouges et l'odeur du café sur ses vêtements. J'étais au café sur la place du marché, avait-elle expliqué. J'avais besoin de réfléchir. Était-elle avec lui? Était-ce le début? À côté de moi, Helga bougea dans son sommeil, marmonna quelque chose d'incompréhensible.
Sa main chercha inconsciemment la mienne, comme elle le faisait depuis des décennies. Automatiquement, je l'ai prise, j'ai senti sa chaleur. La familiarité de ce contact m'a fait monter les larmes aux yeux. Comment pouvait-elle me tenir la main et rêver d'un autre homme en même temps? Mon regard a dérivé vers sa table de chevet, où reposait son smartphone. La tentation de le vérifier à nouveau était irrésistible. Mais non, je devais garder la tête froide. Agir avec méthode. Comprendre ce qui se passait avant d'agir. Demain non, aujourd'hui, car l'horloge affichait déjà 2h17 où elle devait soi-disant aller en physiothérapie. Était-ce un mensonge? Allait-elle plutôt aller le voir? À son cabinet après les heures de bureau, comme elle l'avait écrit? Il fallait que je le découvre. L'idée de la suivre me semblait mauvaise, indigne. Mais quelle était l'alternative? La confronter directement, sans connaître tous les faits? Cela pourrait tout aggraver. Avec un soupir discret, je me suis tourné sur le côté, dos à elle. L'écart entre nous dans le lit était à peine de 30 centimètres, mais il me semblait un océan. Nos corps, qui s'étaient adaptés l'un à l'autre pendant plus de 4 décennies, semblaient soudain étrangers. Dehors, une rafale de vent hurlait autour du coin de la maison. L'automne à Hambourg. La saison qu'Elga avait toujours préférée. En automne, c'est le moment idéal pour se blottir l'un contre l'autre, disait-elle souvent. Allait-elle se blottir contre un autre homme ce soir? Cette pensée s'est enfoncée comme un clou rouillé dans mon cœur. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de penser à autre chose. À nos petits-enfants, Sophia et Paul, qui viendraient nous rendre visite le week-end. Au tournoi d'échecs du mois prochain. À n'importe quoi qui m'empêcherait de m'imaginer ma femme dans les bras d'un autre homme. Mais les images venaient quand même, importunes et d'une précision douloureuse. Je ne connaissais même pas ce docteur Berger et je n'avais jamais vu son visage. Dans mon imagination, il était jeune, attirant, sûr de lui. Tout ce que je n'étais plus. Était-ce cela? Elga était-elle à la recherche de sa jeunesse perdue? D'excitation, du frisson d'un nouveau départ? La fatigue a fini par me submerger, et j'ai glissé dans un sommeil agité, hanté par des rêves dans lesquels je courais à travers des couloirs infinis, j'entendais le rire d'Elga, mais je ne parvenais jamais à la trouver. Lorsque le réveil a sonné à 6h30, j'avais l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Elga était déjà debout. De la cuisine provenaient les bruits familiers de la machine à café et le cliquetis discret de la vaisselle. Un nouveau jour. Le jour où j'allais découvrir si mon mariage s'effondrait seulement dans mon imagination ou bel et bien dans la réalité. La matinée s'éternisait. Elga se déplaçait dans notre maison avec une légèreté qui m'irritait. Elle préparait le petit déjeuner, m'apportait du café à la table à manger, bavardait du jardinage à venir et de la visite de nos petits-enfants le week-end. Même l'observateur le plus attentif n'aurait pas remarqué que quelque chose n'allait pas sauf peut-être à mon visage, que je m'efforçais désespérément de maintenir figé dans des traits neutres. « Tu es si silencieux aujourd'hui » a-t-elle fini par remarquer en étalant de la confiture sur sa tranche de pain complet. « Tu as mal dormi » J'ai haussé les épaules. Un peu agité. Rien de spécial. Elle m'a examiné par-dessus le bord de ses lunettes de lecture. Ces lunettes, un modèle plus récent avec une fine monture rouge où elle ne les avait achetées que récemment. Les anciennes me donnent un air de grand-mère, avait-elle ri. S'était-elle changée pour lui? Pour docteur Berger? Peut-être devrais-tu faire une sieste cet après-midi pendant que je suis en physiothérapie, a-t-elle suggéré. Tu as vraiment l'air épuisé. Physiothérapie. Le mensonge a franchi ses lèvres avec une telle facilité que j'ai failli douter de ma propre raison. Avais-je mal interprété les messages? Étais-je devenu paranoïaque? À quelle heure est ton rendez-vous, déjà, ai-je demandé avec désinvolture en buvant une gorgée de mon café. 2h30. Je devrais être de retour vers 4h30. 2h. Était-ce la durée habituelle d'une séance de physiothérapie? Ou comptait-elle du temps pour autre chose? Après le petit déjeuner, je me suis retiré dans mon bureau, soi-disant pour travailler sur mon ordinateur. En réalité, j'ai googlé le docteur Berger orthopédiste Hambourg. Les résultats de la recherche m'ont conduit à un site web au design moderne, cabinet d'orthopédie Dr Med. Thomas Berger, spécialiste des maladies articulaires et des thérapies régénératives. Sa photo m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Dr Berger était effectivement jeune tout au plus la quarantaine avec des cheveux foncés épais, des lunettes à la mode et un sourire sûr de lui.
Il dégageait une compétence et une vitalité qui contrastaient fortement avec mon propre reflet dans le miroir. L'adresse du cabinet se trouvait dans un quartier huppé près de l'Alster. Les horaires d'ouverture sont, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, le mercredi seulement jusqu'à 12 h. Aujourd'hui, c'était mercredi. Le cabinet serait officiellement fermé, Helga étant censée être en physiothérapie. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Voilà la preuve que je cherchais. Ou du moins, un indice supplémentaire. J'ai continué à faire défiler le site web et j'ai trouvé une section sur l'équipe du cabinet, Dr Berger, 2 médecins assistants, 3 assistantes médicales, une physiothérapeute nommée Madame Keller. Était-ce la physiothérapie où Helga était censée aller? Madame Keller était-elle dans le coup, couvrait-elle les deux? Les doigts tremblants, j'ai noté l'adresse du cabinet sur un morceau de papier. Puis, j'ai effacé mon historique de navigation et une précaution que j'avais apprise de Lucas lorsqu'il m'avait expliqué comment acheter des cadeaux en ligne sans que sa partenaire ne s'en aperçoive. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Le reste de la matinée s'est déroulé dans un étrange mélange de quotidien et de surréel. Helga a nettoyé la salle de bain, j'ai rangé la cave. Nous nous sommes déplacés l'un autour de l'autre comme dans une danse bien rodée, échangeant des remarques banales, évitant les conversations profondes. Était-ce toujours comme ça? Notre communication s'était-elle tellement réduite au fil des ans que nous ne parlions plus que des tâches ménagères et de la météo? Peu après 1 heure, Helga a préparé un déjeuner léger ou une salade avec des lamelles de poulet. Elle a mangé avec appétit, tandis que je devais me forcer à avaler chaque bouchée. Mon estomac était un nœud d'angoisse et d'appréhension de ce que l'après-midi allait apporter. « Je vais aller me changer », dit-elle après le repas, et elle disparut dans la chambre à coucher. 20 minutes plus tard, elle revint vêtue d'un élégant pantalon noir et d'un chemisier bleu clair que je n'avais jamais vu. Ses cheveux étaient fraîchement brossés, un parfum subtil l'enveloppait. Pour une séance de physiothérapie, elle semblait particulièrement soignée. « Ce nouveau chemisier te va bien », remarquai-je en observant attentivement sa réaction. Une ombre fugitive a traversé son visage. Surprise? Culpabilité? Merci. Il est dans mon armoire depuis un moment. Je me suis dit que j'allais le mettre. Un autre mensonge. Je connaissais sa garde-robe presque aussi bien que la mienne, et ce chemisier était définitivement nouveau. Bonne chance pour la thérapie, dis-je alors qu'elle prenait son sac à main ou une autre nouveauté de ces dernières semaines. Elle s'approcha de moi et me déposa un baiser rapide sur la joue. À plus tard. Repose-toi bien, d'accord? Puis, elle est partie. J'ai attendu d'entendre le bruit de sa voiture qui sortait de l'allée, puis j'ai bondi. J'avais environ 5 minutes pour me préparer et la suivre sans la perdre de vue. En un temps record, j'ai enfilé mes chaussures et ma veste, attrapé ma clé de voiture et mon propre smartphone. Une brève panique m'a envahi. Devais-je vraiment espionner ma femme comme un adolescent jaloux? N'était-ce pas au-dessous de ma dignité? Mais l'alternative, vivre dans l'incertitude ou la confronter directement sans avoir de preuves, me semblait encore pire. Je devais avoir la certitude, aussi douloureuse soit-elle. Notre deuxième voiture, une vieille Volkswagen que nous utilisions principalement pour les déchets de jardin et les courses encombrantes, était garée dans le garage. J'ai démarré le moteur et j'ai descendu lentement la rue, dans la direction qu'avait prise Helga. La circulation était modérée pour un mercredi après-midi. Après environ 10 minutes, j'ai aperçu sa Mercedes argentée à un feu rouge, 3 voitures devant moi. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne sorte de ma poitrine. Que ferais-je si elle me remarquait dans son rétroviseur? Inventer une explication plausible? Ou dire la vérité ou que je ne lui faisais plus confiance? Mais Helga semblait totalement concentrée sur la route. Elle n'a pas tourné en direction du centre de thérapie que je connaissais bien, car j'y avais moi-même été traité après mon opération du genou. Au lieu de cela, elle s'est dirigée directement vers le centre-ville, vers le quartier de Roderbaum, où se trouvait le cabinet du docteur Berger, selon le site web. Mon estomac s'est noué. Une partie de moi espérait encore que tout se révélerait inoffensif. Peut-être avait-elle réellement un rendez-vous avec le docteur Berger, un rendez-vous médical légitime qu'elle avait simplement oublié de mentionner. Helga s'est finalement garée dans une rue adjacente à l'adresse du cabinet. Je me suis arrêté à une distance de sécurité, j'ai coupé le moteur et j'ai observé sa sortie, son sac à la main, et sa démarche résolue vers un élégant immeuble ancien. Elle ne s'est même pas retournée en franchissant la porte d'entrée. Maintenant, j'étais assis là, seul dans ma voiture, à me demander ce que je devais faire ensuite. La suivre?
Aller jusqu'à l'entrée du cabinet et regarder à travers la fenêtre. Cela me paraissait trop risqué. Au lieu de cela, j'ai décidé d'attendre. Si elle avait réellement une liaison, ça finirait par se savoir ou peut-être même qu'elle reviendrait accompagnée. Les minutes s'étiraient, se transformant en une demi-heure, puis en une heure entière. J'étais assis là, immobile, les yeux rivés sur l'entrée de l'immeuble, tandis qu'autour de moi, la vie normale suivait son cours. Les gens allaient au travail, faisaient leurs courses, prenaient un café chacun avec son histoire, ses propres soucis. Et moi, j'étais là, un homme de 67 ans, à espionner sa femme comme un détective privé dans un polar de bas étage. À 16h15, la porte de l'immeuble s'ouvrit, et mon souffle se coupa. Elga sortit mais pas seule. À ses côtés marchait un homme que j'identifiai immédiatement comme étant le docteur Berger. Il était plus grand qu'elle, portait un manteau sombre et avait un bras légèrement posé autour de sa taille. Un geste familier, bien trop familier pour un médecin et sa patiente. Ils s'arrêtèrent juste devant l'immeuble et se mirent à parler. Je ne distinguais pas clairement leur visage, mais leur langage corporel en disait long. Ils étaient proches l'un de l'autre, leurs corps inclinés l'un vers l'autre, comme des plantes qui se tournent vers le soleil. Puis, dans un geste qui me brisa le cœur en 1000 morceaux, il se pencha vers elle et l'embrassa au pas furtivement ou amicalement, mais avec une intimité qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Le baiser ne dura que quelques secondes, mais pour moi, il s'étendit à une éternité. Je sentais quelque chose s'effondrer en moi, une fondation sur laquelle j'avais bâti ma vie, se fissurer et s'écrouler. Ils finirent par se séparer. Il lui caressa encore une fois la joue, puis retourna dans l'immeuble, tandis qu'Elga se dirigeait vers sa voiture. Sa démarche était légère, presque dansante comme celle d'une personne beaucoup plus jeune. Je me baissai instinctivement lorsqu'elle passa devant ma voiture, mais elle ne me remarqua pas. Son regard était droit devant elle, un léger sourire flottait sur ses lèvres. Les doigts engourdis, je démarrai le moteur. Je devais rentrer à la maison avant elle, faire comme si je n'étais jamais parti. La confrontation viendrait, mais pas ici, pas maintenant, pas sans préparation. En roulant dans les rues de Hambourg pour rentrer chez nous, je me sentais étrangement détaché de tout. Les feuilles d'automne multicolores qui dansaient dans le vent, les gens sur les trottoirs, les bâtiments où tout me semblait irréel, comme un décor de film dont j'étais devenu involontairement l'acteur principal. Une question me martelait l'esprit, que faire maintenant? La confronter? Me taire? Pardonner? Partir? Je n'avais pas de réponse. Seulement la certitude que rien ne serait plus jamais comme avant. Quand Elga rentra à la maison, j'étais assis dans mon fauteuil au salon, un livre ouvert sur mes genoux, bien que je n'en ai pas lu une seule ligne. La télévision était allumée en arrière-plan à un documentaire sur les oiseaux migrateurs, dont le commentateur parlait d'un ton monocorde de quartiers divers et de voies migratoires. Me revoilà, lança-t-elle depuis l'entrée. J'entendis qu'elle accrochait son manteau et rangeait soigneusement ses chaussures dans le placard, une habitude qu'elle avait depuis toujours. Friedrich? Ici, au salon, répondis-je, surpris par le ton normal de ma voix. Comme si c'était un mercredi après-midi ordinaire. Comme si je n'avais pas vu ma femme embrasser un autre homme. Elle entra, les joues encore légèrement rouges à cause du froid dehors, ou de quelque chose d'autre. La thérapie a été utile, demandai-je en me forçant à la regarder droit dans les yeux. Une brève hésitation, presque imperceptible. Oui, très. Madame Schmidt s'est particulièrement occupée de mes articulations des doigts aujourd'hui. Je sens déjà une amélioration. Madame Schmidt. Pas Madame Keller, comme s'appelait la physiothérapeute du cabinet du docteur Berger. Elga n'avait même pas pris la peine de coordonner les noms. Ou elle avait oublié quel nom elle avait utilisé lors d'occasions précédentes. La facilité avec laquelle elle mentait me bouleversait plus que le baiser que j'avais observé. Tant mieux, dis-je en détournant à nouveau le regard vers la télévision. C'est intéressant, ces oiseaux migrateurs. Ils volent chaque année sur des milliers de kilomètres, juste pour revenir. Fit-elle d'un ton vague en s'asseyant sur le canapé en face de moi. Tu t'es reposé. Un peu. J'ai surtout lu. Un autre mensonge qui s'intégrait parfaitement dans la trame de mensonges qui semblait soudain régir notre vie commune. Le reste de la soirée se déroula dans une sorte de normalité surréelle. Nous préparâmes le dîner ensemble, une simple poêlée de légumes avec du riz. Nous parlâmes de choses banales, la visite imminente de nos petits-enfants, les nouveaux voisins d'en face, la prochaine facture de chauffage. Chaque mot, chaque geste ressemblait à une partie d'une représentation soigneusement répétée.
Je l'observais du coin de l'œil, cherchant des signes de culpabilité ou de malaise. Mais au contraire, elle semblait plus détendue et plus vivante que ces dernières semaines. Elle riait davantage, se déplaçait avec une légèreté que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Était-ce donc ça, ce que cette liaison lui apportait? Un sentiment de jeunesse et de vitalité que je ne pouvais plus lui offrir? Après le repas, elle s'est retirée sur le canapé avec sa tablette. Je vais regarder si Johanna a publié de nouvelles photos des enfants, a-t-elle expliqué. J'ai acquiescé et j'ai commencé à remplir le lave-vaisselle. À travers la porte ouverte, je pouvais l'observer. Son visage était illuminé par la lumière bleutée de l'écran, et j'ai remarqué qu'elle souriait pas le sourire franc qu'elle affichait quand elle regardait vraiment des photos de nos petits-enfants, mais quelque chose de plus intime, de plus conspirateur. Elle tapait quelque chose, attendait, tapait de nouveau. Était-elle en train de lui écrire? Juste sous mes yeux, pendant que je devais rester dans l'ignorance? La colère que j'avais réprimée toute la journée menaçait de refaire surface. J'ai posé une assiette dans le lave-vaisselle avec une telle force qu'elle a heurté un verre, produisant un bruit de fracas aigu. « Tout va bien » a crié Elga depuis le salon. « Oui, juste maladroit » ai-je répondu en me forçant à me calmer. Plus tard, alors que nous nous préparions pour le lit, j'ai remarqué qu'Elga restait plus longtemps que d'habitude dans la salle de bain. Quand elle est finalement sortie, elle portait une nouvelle chemise de nuit au bleu clair, avec de la dentelle à l'encolure. Pas provocante, mais assurément plus féminine que les confortables t-shirts en coton qu'elle portait habituellement pour dormir. « Nouvelle » ai-je demandé en désignant la chemise de nuit. Elle a haussé les épaules. « Pas vraiment. Je l'ai depuis un moment, mais je ne l'ai jamais portée. » Encore un mensonge. Je connaissais chaque vêtement dans son placard, chaque chemise de nuit dans sa commode. Celle-ci était définitivement nouvelle. Nous nous sommes couchés, chacun de notre côté, avec la distance familière qui s'était installée entre nous au fil des années. Ni trop près, ni trop loin au confortable, comme nous l'avions toujours pensé. Maintenant, cette distance me paraissait être un abîme. « Bonne nuit » a-t-elle dit en éteignant sa lampe de chevet. « Bonne nuit » ai-je répondu en fixant l'obscurité. À côté de moi, Elga s'est tournée sur le côté, dos à moi. En quelques minutes, ses respirations régulières ont révélé qu'elle s'était endormie. Comment pouvait-elle dormir si paisiblement? Cette situation ne la pesait-elle absolument pas? Ou n'était-ce pas un fardeau pour elle, mais plutôt une libération? Un secret excitant qui donnait un nouveau piquant à sa vie? Je suis resté éveillé, pris au piège d'un tourbillon de pensées et de sentiments. Colère envers le docteur Berger, qui avait profité de sa position. Déception envers Elga, qui mettait en jeu notre histoire commune avec une telle légèreté. Mais surtout, de la douleur ou une douleur profonde et sourde, qui s'était installée dans ma poitrine et qui semblait empirer à chaque respiration. Le lendemain matin, je me suis réveillé épuisé, après tout au plus 3 heures de sommeil agité. Elga était déjà levée. De la cuisine provenaient les bruits familiers de la machine à café et du cliquetis de la vaisselle. Je me suis forcé à sortir du lit, j'ai traîné les pieds jusqu'à la salle de bain et j'ai contemplé mon reflet. Les yeux rougis, de profonds sillons autour de la bouche et du front, les cheveux gris hérissés en tous sens. Était-ce l'homme qu'Elga avait autrefois aimé? Était-ce l'homme qu'elle ne pouvait plus aimer? Au petit déjeuner, j'ai essayé de faire bonne figure, mais je sentais que l'énergie me manquait pour cette mascarade. Elga l'a remarqué. « Tu as toujours l'air épuisé » a-t-elle dit en posant sa main sur la mienne. « Tu devrais peut-être consulter le docteur Winkelmann. Ce pourrait être une carence en fer ou ta tension artérielle. » L'ironie qu'elle se soucie de ma santé alors qu'elle me brisait le cœur était presque trop forte. J'ai retiré ma main, sous prétexte de prendre la tasse de café. « Peut-être » ai-je murmuré. « Je dois encore m'absenter cet après-midi » a-t-elle dit après une pause. Ingrid a appelé. Elle a besoin d'aide pour choisir un cadeau d'anniversaire pour Thorsten. Thorsten, son beau-frère. Dont l'anniversaire était seulement dans 2 mois. Encore un mensonge transparent. D'accord, ai-je simplement dit. Vers quelle heure? Vers 2 heures. Je serai de retour pour le dîner. J'ai acquiescé, sans rien ajouter. Allait-elle encore aller le voir? Ou était-ce un autre prétexte, une autre excuse? Après le petit déjeuner, je me suis retiré dans mon bureau, soi-disant pour consulter mes emails. En réalité, j'étais assis devant l'ordinateur, fixant l'écran sans vraiment rien voir. La situation était devenue intenable.
Je ne pouvais pas continuer avec ce jeu de cache-cache, se faire semblant. Mais je ne savais pas non plus comment y mettre fin. La confronter? Dans quel but? Voulais-je qu'elle mette fin à cette liaison et revienne vers moi? Ou était-il déjà trop tard? La confiance, le fondement de notre mariage, était-elle irrémédiablement brisée? Presque machinalement, j'ouvris le navigateur et saisis tromperie conjugale confrontation dans la barre de recherche. Une avalanche d'articles apparut, comment gérer l'infidélité de son partenaire, les 5 erreurs les plus fréquentes lors d'une confrontation, un mariage peut-il être sauvé après une tromperie? Je cliquai sur quelques liens, lus les conseils bien intentionnés de thérapeutes et d'experts en relations autoproclamés. Beaucoup de choses me semblaient banales, inapplicables à notre situation spécifique. Elga et moi n'étions pas des trentenaires dans un jeune mariage. Nous avions construit une vie ensemble, élevé des enfants, surmonté des crises. Ou m'étais-je seulement fait cette illusion? Notre mariage n'était-il en réalité devenu qu'une coquille vide depuis longtemps, sans que je m'en aperçoive? Un coup à la porte me tira de mes pensées. À la hâte, je fermai les onglets du navigateur et ouvris à la place mon programme de messagerie. Oui, lancai-je. Elga passa la tête par l'entrebâillement de la porte. Je vais faire un tour à la boulangerie. Tu veux quelque chose en particulier? Un petit pain complet serait bien, répondis-je, sans la regarder. Elle hésita, comme si elle voulait ajouter quelque chose, mais se ravisa et referma la porte. Dès que j'entendis la porte d'entrée se refermer, je bondis. C'était ma chance. Je me précipitai dans la chambre, directement vers la table de chevet d'Elga, où se trouvait son smartphone. Elle ne l'avait pas emporté avec elle, inhabituel pour elle ces derniers temps, mais peut-être un signe qu'elle se sentait en sécurité dans sa tromperie. Les doigts tremblants, je déverrouillai l'appareil. L'application de chat était encore ouverte, et je vis immédiatement la conversation avec le docteur Berger tout en haut de la liste. Le dernier échange datait d'hier soir. Docteur Berger, tu me manques déjà. Demain 14h? Elga, j'ai hâte. Même endroit. Docteur Berger, apporte ta chemise de nuit bleue. Tu sais, celle que je préfère. Elga, Friedrich l'a déjà remarqué. Mais il ne se doute de rien. Mon estomac se noie. La chemise de nuit bleue. Elle l'avait portée pour lui, ici, dans notre maison, dans notre lit. Et ensuite, elle l'avait apportée pour lui. L'intimité de ce geste me frappa plus fort que tout le reste. Il ne se doute de rien. Ces mots se gravèrent dans ma conscience. L'assurance avec laquelle elle proclamait mon ignorance était humiliante. Étais-je vraiment si transparent, si facile à tromper? Je fis défiler les messages, chaque mot étant un nouveau coup de poignard dans mon cœur déjà blessé. Rendez-vous, allusion intime, même une photo d'Elga dans cette fameuse chemise de nuit bleue, prise dans une chambre d'hôtel que je ne reconnaissais pas. Le bruit d'une clé dans la serrure me fit sursauter. Elga revenait beaucoup plus tôt que prévu. Paniqué, je remis le téléphone à sa place, exactement comme je l'avais trouvé, et me précipitai dans mon bureau. Mon cœur battait la chamade alors que je me laissais tomber sur ma chaise et feignais d'être concentré sur l'écran. Avais-je laissé des traces? Remarquerait-elle que j'avais utilisé son téléphone? Je suis rentré, lança-t-elle depuis le couloir. Le boulanger avait des brioches à la cannelle particulièrement délicieuses aujourd'hui. Je t'en ai rapporté une. Sa voix était joyeuse, insouciante. Comme si elle n'avait pas, à l'instant, prévu de me tromper à nouveau cet après-midi. Merci, répondis-je, incapable d'en dire plus. À cet instant, je pris une décision. Je n'allais pas continuer à la surveiller, à fouiller dans son téléphone. Il n'y avait plus rien à découvrir, plus rien à prouver. La vérité était là, devant moi, aussi douloureuse fût-elle. Il était temps d'une confrontation. Pas aujourd'hui, j'avais besoin de temps pour me préparer, pour ordonner mes pensées, pour décider de ce que je voulais vraiment. Mais bientôt. Très bientôt. La seule question était, comment allais-je m'y prendre? Et qu'est-ce qui allait suivre? Les 2 jours suivants se sont écoulés dans une sorte d'état second. Elga s'est effectivement rendue à son rendez-vous le jeudi après-midi avec le docteur Berger, comme je le savais désormais, et non avec sa sœur Ingrid. Je l'ai laissée partir, sans poser de questions, sans la suivre. Il n'y avait plus rien à prouver, plus rien à découvrir. Seulement la décision de savoir comment gérer cette vérité. Le vendredi matin,
Nous étions assis au petit déjeuner quand Elga mentionna qu'elle voulait aller faire les courses en ville dans l'après-midi. Pour la visite des enfants demain, expliqua-t-elle. Je pensais faire le gâteau préféré de Sophia, pomme cannelle. Je me contentais d'acquiescer. Allait-elle vraiment faire les courses? Ou était-ce un autre prétexte pour retrouver le docteur Berger? Cela n'avait plus d'importance. J'avais pris ma décision. Elga, dis-je, ma voix plus calme que je ne le sentais. Il faut qu'on parle. Ce soir. Elle s'arrêta net dans son mouvement, la tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Une brève expression de quoi? D'alarme? De peur? Traversa son visage, mais fut rapidement remplacée par un sourire neutre. Bien sûr. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je secouai la tête. Rien d'urgent. Mais il y a des choses dont nous devons parler. Elle hocha lentement la tête et posa sa tasse. D'accord. Après le dîner? Ce serait bien. Une tension étrange flottait soudainement entre nous, presque palpable, comme de l'électricité statique avant un orage. Elga sembla hésiter à poser une question, puis se ravisa. Au lieu de cela, elle commença à débarrasser la table, avec des gestes un peu trop précipités, un peu trop désordonnés. Savait-elle que j'étais au courant? Se doutait-elle de ce que j'avais découvert? J'ai passé la matinée dans le jardin, à ramasser les dernières feuilles d'automne, à tailler les rosiers, à préparer les plates-bandes pour l'hiver. Le travail physique m'aidait à mettre de l'ordre dans mes pensées, à canaliser mes émotions. L'air frais d'automne me débrouillait l'esprit tandis que j'exécutais mécaniquement les gestes familiers. Notre jardin ou une autre partie de notre vie commune. Nous l'avions aménagé ensemble lorsque nous avions acheté la maison, avions choisi chaque plante ensemble, planté chaque arbre ensemble. Le pommier dans le coin, sous lequel nos petits-enfants jouaient en été, avait été un cadeau de mariage des parents d'Elga. J'avais aménagé les parterres de roses pour le 50e anniversaire d'Elga, parce qu'elle en avait toujours rêvé. Tout cela ne serait-il bientôt plus que des souvenirs? L'un de nous allait-il devoir partir, abandonner cette vie construite ensemble? Cette pensée me serra la gorge. Vers 12h15, Elga arriva dans le jardin, un plateau avec des tartines et du thé chaud à la main. Je me suis dit que tu pourrais reprendre des forces, dit-elle en posant le plateau sur la petite table de jardin. Ce geste si familier, si typique de notre mariage me fit presque pleurer. Comment pouvait-elle à la fois être si attentionnée et me blesser si profondément? Merci, dis-je simplement en m'asseyant à ses côtés à la table. Nous mangeâmes en silence, chacun plongé dans ses propres pensées. Le vent bruissait dans les dernières feuilles restantes des arbres, un rouge-gorge sautillait sur la pelouse, à la recherche d'insectes dans l'herbe humide. Le jardin est beau, remarqua finalement Elga. Tu as beaucoup travaillé aujourd'hui. Oui, il fallait le faire. Avant le gel. De nouveau, le silence. La conversation, autrefois si facile entre nous, était devenue un effort, une danse prudente autour de la vérité, qui se dressait entre nous comme un mur invisible. Après le repas, Elga partit faire les courses. J'en profitai pour me préparer mentalement à la conversation imminente. Que allais-je dire? Comment allais-je commencer? Et surtout, quel résultat souhaitais-je obtenir? La question me torturait le plus. Une partie de moi ou la partie blessée, en colère voulait la vengeance, voulait lui infliger la même douleur qu'elle m'avait infligée. Une autre partie ou la partie qu'il aimait encore, malgré tout voulait comprendre, voulait pardonner, voulait trouver un moyen de sauver notre mariage. Mais était-ce seulement possible? La confiance, une fois brisée, pouvait-elle jamais être entièrement rétablie? Je ne le savais pas. Je savais seulement que je ne pouvais pas continuer avec cette farce, ce jeu de cache-cache, ce désespoir silencieux. Quand Elga revint, chargée de sacs de course, je l'aidai à ranger les provisions. Nous évoluions l'un autour de l'autre dans la cuisine comme une équipe bien rodée, nous nous tendions des choses sans avoir à le demander, savions instinctivement où tout devait être rangé. 42 ans de vie commune avaient fait de nous une machine bien huilée. Ou du moins, une machine qui semblait encore fonctionner de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur les engrenages commençaient déjà à se briser. Le dîner fut une affaire silencieuse. Elga avait préparé une simple soupe de légumes, avec du pain frais du boulanger. Je remarquai qu'elle mangeait à peine, se contentant de remuer sa soupe avec sa cuillère et de prendre occasionnellement une bouchée. Était-elle nerveuse? Se doutait-elle de ce qui allait arriver? Après le dîner, nous débarrassâmes la table ensemble et nettoyâmes la cuisine.
Une fois que tout fut terminé, Elga resta là, indécise, les mains essuyant son tablier. « On va au salon ?» demanda-t-elle doucement. J'acquiesçai. « Oui. Et peut-être un thé ? Ou quelque chose de plus fort ?» Un faible sourire traversa son visage. « Je crois qu'aujourd'hui, je pourrais bien apprécier un cognac. » J'allai chercher la bouteille et 2 verres, tandis qu'Elga s'asseyait sur le canapé. Je pris place dans mon fauteuil, en face d'elle. La distance entre nous physiquement seulement quelques mètres, émotionnellement un abîme me sembla soudainement significative. Je nous servis à tous les deux, lui tendis un verre. Nos doigts se frôlèrent un instant, et je sentis sa main trembler. « Alors, dit-elle après une gorgée, de quoi voulais-tu parler ? » J'avais imaginé ce moment si souvent ces derniers jours, j'avais répété les mots dans ma tête, envisagé différentes approches. Maintenant que le moment était venu, je me sentais étrangement calme. « Je sais pour toi et le docteur Berger, dis-je simplement. » L'effet fut immédiat. Elga se figea, le verre à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux s'écarquillèrent, et toute couleur déserta son visage. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait nier, chercher des excuses, me prendre pour un fou. Au lieu de cela, elle posa lentement son verre, sa main tremblant désormais visiblement. « Comment ?» demanda-t-elle seulement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'ai vu tes messages. Et je t'ai suivi, mercredi. Je vous ai vu, devant son cabinet. » Elle ferma brièvement les yeux, comme si elle devait encaisser le coup. Quand elle les rouvrit, j'y vis des larmes briller. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Je suis tellement désolée, Friedrich. Pas tu m'as espionné, ou comment as-tu pu ? Juste des excuses. » Cela me surprit. « Depuis combien de temps ça dure ? demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. « Depuis septembre, répondit-elle, confirmant ainsi ce que j'avais lu dans les messages. Environ 2 mois. Et pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi quelqu'un, d'ailleurs ? Elle baissa les yeux, fixant ses mains posées sur ses genoux. Je ne sais pas, enfin, ce n'est pas vrai. Je le sais, mais c'est difficile à expliquer. Et c'est, dis-je, surpris par le calme de ma propre voix. La colère, la rage que j'avais anticipée où elles étaient là, mais sous la surface, contrôlée, contenue par quelque chose de plus fort, le besoin de comprendre. Elga prit une profonde inspiration. Quand je suis allé le voir, à cause de mon arthrite, j'étais dans un état étrange. Les douleurs dans mes mains, elles me faisaient me sentir si vieille. Fragile. Inutile. Et lui, il m'a vu différemment. Pas comme une vieille femme avec des articulations douloureuses, mais comme une femme. Elle s'arrêta, cherchant ses mots. Ça sonne tellement banal, tellement cliché. La femme vieillissante qui se sent flattée par un homme plus jeune. Mais c'était plus que ça. Il m'a écouté, vraiment écouté. M'a vu. Et à un moment donné, ça s'est juste développé. Et moi, demandai-je doucement. Ne t'ai-je pas vu ? Pas écouté ? Des larmes coulaient maintenant sur ses joues. Si, bien sûr que si. Mais, nous sommes si familiers l'un avec l'autre, si rodés. Parfois, on a l'impression d'être un seul organisme, plus 2 personnes distinctes. Et c'est beau, vraiment. Mais c'est aussi, je ne sais pas. Il manque quelque chose. L'excitation. Le sentiment d'être désiré, pas seulement aimé et respecté. Les mots me frappèrent de plein fouet, mais je me forçai à rester calme. As-tu jamais pensé à en parler avec moi ? À me dire ce qui te manque ? Elle secoua la tête. Comment aurais-je dû faire ça ? Friedrich, je me sens vieille et peu attirante, peux-tu s'il te plaît faire comme si j'étais encore la jeune femme que j'étais il y a 40 ans ? Ça aurait été ridicule. Pas plus ridicule que de commencer une liaison avec ton médecin, rétorquai-je, plus sèchement que prévu. Elle tressaillit, puis acquiesça. Tu as raison. C'était stupide et égoïste et impardonnable. L'aimes-tu ? demandai-je, la question qui me tourmentait le plus. Elga sembla surprise par la franchise, puis y réfléchit sérieusement. Non, dit-elle finalement. Je ne crois pas. C'est différent. Un béguin peut-être. Une fuite du quotidien. Mais pas de l'amour, pas comme ce que nous avons. Avions, rectifiai-je amèrement. Avons, insista-t-elle, et pour la première fois, elle me regarda droit dans les yeux.
Friedrich, je t'aime. Ça n'a jamais changé. Ce que j'ai fait était mal, inexcusablement mal. Mais ça n'avait rien à voir avec mes sentiments pour toi. Je ris sans joie. Comment suis-je censé croire ça? Comment suis-je censé croire quoi que ce soit que tu dis, après tous ces mensonges? Je ne sais pas, répondit-elle doucement. Je sais seulement que c'est vrai. Nous restâmes silencieux, chacun luttant avec ses propres pensées. Dehors, le vent hurlait au coin de la maison, une première tempête d'automne se préparait. À l'image de la tempête qui faisait rage dans notre salon, bien que plus discrète, plus contrôlée. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda Helga finalement. « Qu'est-ce que tu veux faire » La question que je m'étais posée, sans trouver de réponse claire. « Je ne sais pas, avouai-je. Une partie de moi veut te demander de partir. Une autre partie ne peut pas imaginer une vie sans toi. Je partirai, dit-elle immédiatement. Si tu le veux. Je pourrais aller chez Ingrid, jusqu'à ce que nous ayons décidé de la suite. L'idée d'être seul dans cette maison, entouré de souvenirs, d'objets que nous avions choisis ensemble, de photos de notre vie commune, était presque insupportable. Non, dis-je après une longue pause. Pas encore. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Et nous devons vraiment parler, pas seulement de l'histoire, mais de nous, de notre mariage, de ce qui te manque, de ce qui me manque. Elle hocha la tête, visiblement soulagée. Oui, j'aimerais ça. Parler, je veux dire. Mais d'abord, poursuivis-je, tu dois mettre fin à cette histoire. Immédiatement. Aujourd'hui même. C'est déjà fait, dit-elle, et une fois de plus, elle me surprit. Hier. Après la dernière rencontre. Je savais que c'était mal, que ça nous blessait, que ça te blessait. Je ne pouvais plus continuer. Je la fixai, incertain de la croire. Prouve-le, demandai-je. Sans hésiter, elle se leva, alla à son sac à main, posé sur la commode, et en sortit son smartphone. Elle le déverrouilla et me le tendit. Regarde toi-même, dit-elle. Je pris le téléphone, ouvris l'application de messagerie et trouvai la conversation avec le docteur Berger. Les derniers messages dataient de la veille au soir. Helga, il faut qu'on parle. Pas au cabinet. Tu peux m'appeler. Docteur Berger, bien sûr. Tout va bien? Helga, non. Je ne peux plus faire ça. C'est fini. Docteur Berger, quoi? Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Helga, je ne peux plus tromper mon mari. C'était une erreur. Je suis désolé. Docteur Berger, Helga, s'il te plaît. Parlons-en. Demain? Helga, non. C'est terminé. S'il te plaît, respecte ça. Docteur Berger, je comprends. Je suis désolé si je t'ai mise dans une situation difficile. Si tu changes d'avis. Helga, ça n'arrivera pas. S'il te plaît, trouve un autre médecin pour mon ordonnance. Le dernier message de lui était resté sans réponse, comme tu veux. Je vais envoyer une recommandation au docteur Winkelmann. Prends soin de toi, Helga. Je fixai les messages, incertain de ce que je devais ressentir. Du soulagement qu'elle ait déjà mis fin à la liaison. Du doute, quant à savoir si c'était vraiment terminé? Ou simplement de l'épuisement après toute la tension émotionnelle de ces derniers jours? Pourquoi, demandai-je en lui rendant le téléphone. Pourquoi l'as-tu arrêté avant que je ne te confronte? Elle se rassit, le téléphone fermement dans sa main. Parce que c'est devenu clair pour moi. Après la dernière rencontre. Je ne me sentais plus bien, pas que ça ait jamais été vraiment bien, mais, j'ai soudain réalisé ce que je mettais en jeu. Pourquoi? Pour un peu d'excitation? Pour le sentiment d'être encore désirable? Ça n'en valait pas la peine. Et si je ne l'avais jamais découvert, demandai-je. Me l'aurais-tu jamais dit? Elle réfléchit longuement avant de répondre. Je ne sais pas, admit-elle finalement. J'aurais dû te le dire, mais je ne sais pas si j'en aurais eu le courage. Son honnêteté maintenant, après que les mensonges aient été révélés, était à la fois douloureuse et étrangement réconfortante. Au moins, il n'y avait plus de tromperie entre nous. J'ai besoin de temps, dis-je. Du temps pour réfléchir, pour digérer tout ça. Et je ne sais pas si je pourrai jamais te faire complètement confiance à nouveau. Je comprends,
répondit-elle doucement. J'attendrai. Et j'essaierai de regagner ta confiance, si tu m'en donnes la chance. Je me levai, soudain épuisé jusqu'à la moelle. Je vais me coucher. Dans la chambre d'amis, si ça ne te dérange pas. Elle hocha la tête, les larmes de nouveau dans ses yeux. Bien sûr. Bonne nuit, Friedrich. Je quittai le salon, montai les escaliers vers la chambre d'amis, que nous gardions prête pour les visites de nos enfants. En fermant la porte derrière moi, je me sentis étrangement soulagé. La vérité avait enfin été dite, le fardeau du savoir partagé. Mais ce que cela signifiait pour notre avenir, c'était une question à laquelle je n'avais pas encore de réponse. La nuit dans la chambre d'amis fut l'une des plus longues de ma vie. Le lit me paraissait étrange, le matelas trop dur, la couverture trop fine. Ou peut-être n'était-ce pas le lit, mais l'absence d'Elga à mes côtés sa chaleur, sa respiration familière, ses mouvements occasionnels dans son sommeil, qui m'accompagnaient depuis des décennies. Je fixai le plafond, observant la lumière de la lune filtrer à travers les rideaux et projeter des ombres sur le mur. Mon esprit refusait de se calmer, repassant sans cesse les événements des derniers jours, analysant chaque mot de notre conversation. Avait-elle vraiment mis fin à la liaison, de son propre chef, avant que je ne la confronte? Ou avait-elle en quelque sorte deviné que j'étais au courant et agi de manière préventive? Son remords était-il sincère ou simplement une comédie pour sauver la situation? Je ne savais pas. Après 42 ans de mariage, pendant lesquels j'avais cru connaître chaque expression de son visage, chaque nuance de sa voix, j'étais soudainement incertain de l'avoir jamais réellement connue. Vers 4 heures du matin, j'ai renoncé à lutter contre l'insomnie, me suis levé et descendu les escaliers sur la pointe des pieds. La maison était plongée dans l'obscurité, seule la faible lueur du lampadaire à l'extérieur projetait une pâle lumière à travers les fenêtres. Dans la cuisine, j'ai mis de l'eau à chauffer pour le thé et me suis appuyé contre le plan de travail en attendant. La pièce, où nous avions préparé tant de repas ensemble, partagé tant de conversations, ri tant de fois, me paraissait soudain étrangère, comme si elle appartenait à une autre vie, une autre époque. Friedrich? La voix d'Elga m'a fait sursauter. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue de son vieux chemisier de nuit en coton, les cheveux en bataille après une nuit de sommeil ou plutôt, une tentative de sommeil. Ses yeux étaient rougis, la peau qui les entourait était gonflée. Elle avait pleuré. Je n'arrivais pas à dormir, murmurai-je. Moi non plus. Elle s'approcha, hésitante. Est-ce que je peux me faire un thé aussi? J'acquiesçai silencieusement et pris une deuxième tasse dans le placard. Nous nous déplacions avec précaution l'un autour de l'autre, comme deux étrangers dans un espace confiné, soucieux de ne pas se toucher. Avec nos tasses fumantes, nous nous sommes assis à la table de la cuisine, face à face, le bois poli entre nous comme une frontière. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demanda Elga doucement, la question qui planait dans l'air depuis notre conversation de la veille. Je fixai mon thé, comme si je pouvais y trouver des réponses. Je ne sais pas, avouai-je. Une partie de moi a envie de te haïr, de te faire souffrir comme tu m'as fait souffrir. Une autre partie. Je m'interrompis, incertain de la suite. Une autre partie, demanda-t-elle avec prudence. Une autre partie t'aime encore, murmurai-je, surpris par ma propre honnêteté. Malgré tout. Des larmes emplirent ses yeux, mais elle lutta pour les retenir. Je t'aime aussi, Friedrich. Cela n'a jamais changé. Ce que j'ai fait, ça n'avait rien à voir avec l'amour. Alors avec quoi? Demandai-je, soudain fatigué des excuses. Si ce n'est pas avec l'amour, avec quoi? Elle soupira profondément. Avec la peur, je crois. La peur de vieillir, de s'effacer, de devenir invisible. Quand mon arthrite a empiré, je me suis senti tellement inutile. Et puis il est arrivé, il m'a regardé comme si j'étais encore jeune et désirable. C'était comme une ivresse, une fuite de la réalité. Et moi? T'ai-je déjà traité comme si tu n'étais pas désirable? Elle secoua immédiatement la tête. Non, bien sûr que non. Tu as toujours été aimant, toujours attentionné. Mais... Elle cherchait ses mots. C'est différent quand on est ensemble depuis plus de 40 ans. La familiarité est merveilleuse, mais elle enlève aussi quelque chose de la tension. Je comprenais ce qu'elle voulait dire, même si cela me faisait mal de l'entendre. La passion de nos premières années avait cédé la place à une forme d'amour plus profonde, plus calme. N'était-ce pas normal? N'était-ce pas le cours naturel des choses?
N'aurais-tu pas pu me le dire, demandai-je. Que quelque chose te manquait? Elle sourit tristement. Comment aurais-je pu formuler ça? Friedrich, je t'aime, mais le frisson me manque, le frisson du premier homme qui me touche. Cela sonnait si ingrat, si enfantin. Moins enfantin que de commencer une liaison, répliquai-je, mais je ne pus empêcher une pointe de compréhension de se glisser dans ma voix. Nous restâmes tous les deux silencieux, buvant notre thé à petites gorgées, chacun plongé dans ses propres pensées. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir, un gris pâle remplaçait le noir de la nuit. Les enfants arrivent demain, dit Helga finalement. Lucas et Johanna avec les petits-enfants. Qu'est-ce qu'on leur dit? La réalité de notre famille, qui ne se doutait de rien du drame qui s'était joué ces derniers jours, me frappa de plein fouet. Nos enfants, nos petits-enfants, comment réagiraient-ils s'ils savaient? Prendraient-ils parti? Cela creuserait-il un fossé entre eux? Rien, décidai-je. Pas encore. Ils doivent passer un bon week-end, sans nos problèmes. Helga acquiesça, soulagée. Merci. Je n'aurais pas pu leur expliquer. Pas maintenant. Cela ne veut pas dire que nous ne leur dirons jamais, précisai-je. Juste pas demain. Bien sûr. Nouveau silence. Le thé dans ma tasse était devenu froid, intact. Qu'est-ce que tu veux, Friedrich? Demanda Helga soudain, sa voix à peine plus qu'un murmure. Tu veux que je parte? Qu'on se sépare? La question que je me posais sans cesse, sans trouver de réponse claire. Je ne sais pas, avouai-je honnêtement. Je sais seulement que je ne veux pas agir de manière irréfléchie. Nous avons construit une vie ensemble. On ne jette pas ça comme ça, pas sans au moins essayer. Essayer, répéta-t-elle, une étincelle d'espoir dans la voix. Essayer de retrouver un chemin vers le passé, ou peut-être vers l'avenir. Je ne sais pas si je pourrais te faire à nouveau entièrement confiance, mais, je suis prêt à essayer. Les larmes coulaient désormais librement sur ses joues. Merci, murmura-t-elle. Je sais que je ne le mérite pas. Il n'est pas question de mérite, dis-je, lasse. Il est question de ce que nous voulons tous les deux, de ce qui est juste pour nous deux. Elle acquiesça, essuya ses larmes avec la manche de sa chemise de nuit. Que puis-je faire? Demanda-t-elle. Pour aider, pour arranger les choses? Je réfléchis. Que pouvait-elle faire? Que quiconque pouvait-il faire pour restaurer une confiance brisée en 1000 morceaux? Du temps, dis-je finalement. Donne-moi du temps. Et sois honnête. Plus de mensonges, plus d'échappatoire. Si nous voulons nous en sortir, nous avons besoin d'une honnêteté absolue. Oui, acquiesça-t-elle immédiatement. Une honnêteté absolue. Je le promets. Le matin se levait pleinement, les premiers oiseaux commençaient à chanter. Un nouveau jour commençait, le premier jour de notre vie changée, de notre mariage transformé. Je pense que nous devrions essayer de dormir encore un peu, dis-je en me levant. La journée sera longue. Helga acquiesça et se leva également. Près de l'escalier, elle hésita. Bonne nuit, Friedrich. Ou plutôt, bonjour. Bonjour, Helga. Je la regardais monter l'escalier, les épaules courbées, comme si elle portait un lourd fardeau. Puis je la suivis, retournant dans la chambre d'amis, où je me couchai sur le lit inconnu et, à ma grande surprise, m'endormis presque immédiatement. La visite de nos enfants et petits-enfants pendant le week-end fut un étrange mélange de normalité et de surréalisme. Helga et moi jouions nos rôles de couple harmonieux, sourions, cuisinions ensemble, jouions avec les petits-enfants. Mais sous la surface, ça bouillonnait, des mots non prononcés, des questions non résolues. Lucas, notre fils, remarqua quelque chose. Toujours le plus sensible de nos deux enfants, il me jeta des regards interrogateurs en nous observant, Helga et moi, assis l'un à côté de l'autre sans nous toucher, en nous parlant, poliment, mais avec distance. Tout va bien, papa, me demanda-t-il lorsque nous nous retrouvâmes seuls un instant, dehors dans le jardin, pendant qu'il m'aidait à allumer le barbecue. Bien sûr, mentis-je, me détestant de ne pas pouvoir dire la vérité à mon propre fils. Juste un peu fatigué. L'âge, tu sais. Il acquiesça, peu convaincu, mais assez tactful pour ne pas insister. Si tu as besoin de parler, proposa-t-il. Je sais, dis-je en lui tapotant l'épaule. Merci, mon garçon. Le repas dans le jardin, les jeux avec les petits-enfants,
les conversations sur des sujets quotidiens où tout se déroula comme une pièce de théâtre bien répétée. Seuls Elga et moi savions que c'était une façade, que sous la surface de notre famille apparemment parfaite, une fissure béait, profonde et peut-être incurable. Lorsque les enfants partirent le dimanche soir, la façade s'effondra. Elga et moi étions debout dans l'allée, faisant des signes de la main jusqu'à ce que les voitures soient hors de vue, puis nous laissions tomber nos bras en même temps, nos épaules s'affaissant. C'était épuisant, admit Elga en rentrant dans la maison. Oui, acquiesçai-je. Mais c'était bon de les voir. Les enfants, les petits-enfants, ils nous donnent une perspective. Elle acquiesça pensivement. Oui, c'est vrai. Nous rangions en silence, faisions la vaisselle, remettions la maison en ordre. Une fois tout terminé, nous nous tenions dans la cuisine, indécis. Je pense que nous devrions demander de l'aide professionnelle, dis-je finalement. Un conseiller conjugal ou un thérapeute. Elga parut surprise, puis soulagée. Tu veux donc vraiment essayer? Nous donner une chance? Oui, dis-je, surpris par ma propre détermination. Je veux essayer. Pas pour toi ou pour moi, mais pour nous. Pour tout ce que nous avons construit ensemble. Elle fit un pas vers moi, puis hésita. Puis-je, demanda-t-elle, incertaine. J'ouvris mes bras, et elle vint vers moi, se blottit contre ma poitrine, ses bras autour de ma taille. C'était la première véritable étreinte depuis le jour où j'avais découvert son infidélité, et elle semblait à la fois familière et étrangère. Ce ne sera pas facile, prévins-je, le menton posé sur sa tête. Je ne peux pas promettre que je réussirai à te faire à nouveau entièrement confiance. Je sais, murmura-t-elle contre ma poitrine. Mais je suis prête à me battre pour cela. À nous battre, nous. À ce moment-là, avec Elga dans mes bras, je sentis pour la première fois depuis des jours une lueur d'espoir. Pas l'espoir naïf que tout redeviendrait comme avant, c'était impossible, trop de choses étaient brisées. Mais l'espoir prudent que nous pourrions peut-être, avec du temps, du travail et de l'honnêteté, reconstruire quelque chose de neuf à partir des débris de l'ancien. Le chemin devant nous était long et incertain. La confiance, une fois brisée, aurait besoin de temps pour guérir si elle guérissait un jour complètement. Mais à cet instant précis, dans notre cuisine, dans la maison que nous avions transformée ensemble en foyer, j'étais prêt à m'engager sur ce chemin. Non par faiblesse ou par peur de la solitude, mais par une décision consciente, l'amour que nous avions partagé, la famille que nous avions fondée, la vie que nous avions construite ensemble, tout cela valait la peine de se battre. Un jour à la fois, dis-je doucement. Un jour à la fois, acquiesça Elga. Et ainsi, nous avons commencé, lentement et prudemment, à emprunter le chemin de la guérison. Les semaines qui suivirent furent un étrange mélange de douleur et d'espoir, de rechutes et de petites avancées. Nous avons commencé une thérapie de couple chez le docteur Martens, une thérapeute expérimentée, spécialisée dans les crises conjugales. 2 fois par semaine, nous nous asseyions dans son bureau calme et décoré avec goût, et parlions de choses que nous avions gardées secrètes pendant des années. Il ne s'agit pas d'attribuer des torts, expliqua le docteur Martens lors de notre première séance. Il s'agit de comprendre comment cette situation a pu se produire et de décider comment vous voulez la gérer en tant que couple. Elga parla ouvertement de ses sentiments d'insécurité, de vieillissement, de la peur de ne plus être désirable. Je partageais mes propres angoisses, la crainte de ne plus être utile depuis que j'étais à la retraite, l'inquiétude de voir notre vie sombrer dans une routine qui nous étouffait tous les deux. Avez-vous déjà pensé à essayer de nouvelles choses ensemble, demanda le docteur Martens lors d'une de nos séances. Quelque chose qui vous sorte tous les deux d'eux. Votre zone de confort, qui vous permette de vivre de nouvelles expériences communes? Nous y avions pensé, bien sûr. Comme beaucoup de couples de notre âge, nous avions parlé de voyages, de loisirs que nous voulions reprendre. Mais d'une manière ou d'une autre, cela était toujours resté au stade des conversations, des projets vagues pour un jour. C'est peut-être le moment de mettre ces projets à exécution, suggéra le docteur Martens. Non pas pour fuir vos problèmes, mais comme une occasion de vous rencontrer à un nouveau niveau. Et ainsi, nous avons commencé à découvrir de nouvelles choses ensemble. Nous nous sommes inscrits à un cours de danse, quelque chose que nous voulions faire tous les deux depuis des années, mais que nous avions toujours reporté. Chaque jeudi soir, nous nous retrouvions dans un studio de danse du centre-ville, apprenions la valse et le tango, nous sentant maladroits et ridicules au début, mais riant aussi plus ensemble que depuis longtemps. Tu es toujours un bon danseur, remarqua Elga après un exercice particulièrement réussi. Tu te souviens de notre mariage? Comment nous avons dansé sur la musique de The Shadow?
Je me souvenais. Je me souvenais de sa robe blanche, de son sourire éclatant, du sentiment d'être l'homme le plus heureux du monde. Le souvenir était douloureux, mais d'une manière douce amère, une douleur qui contenait aussi de la beauté, de l'espoir. À la maison, nous avons recommencé à cuisiner ensemble, non pas la préparation hâtive des repas, devenue une routine ces dernières années, mais une exploration commune de nouvelles recettes, de nouvelles saveurs. Nous avons acheté un livre de cuisine de plats méditerranéens, avons passé des heures dans la cuisine, goûtant, riant des échecs, nous réjouissant des succès. Je continuais à dormir dans la chambre d'amis. L'intimité que nous avions autrefois partagée était encore trop lointaine, trop chargée de ce qui s'était passé. Mais parfois, lorsque nous étions assis ensemble sur le canapé le soir, à boire un verre de vin et à parler de la journée, Helga posait sa tête sur mon épaule, et je le permettais. Petit geste de proximité, prudent, hésitant, mais authentique. Les séances de thérapie apportaient aussi des moments douloureux. Il y avait des jours où la colère revenait, où je faisais des reproches à Helga, où je me demandais si je pourrais un jour surmonter sa trahison. C'est normal, assurait le docteur Martens. La guérison n'est pas un processus linéaire. Il y a des progrès et des reculs. L'important, c'est que vous soyez tous les deux prêts à y travailler. Et c'était le cas. Malgré la douleur, malgré les doutes, malgré les moments où tout semblait désespéré, nous étions tous les deux déterminés à essayer. Un tournant est survenu un soir de novembre pluvieux, environ 6 semaines après ma découverte de la liaison. Nous étions assis dans le salon, chacun avec un livre, le crépitement de la pluie contre les fenêtres étant le seul bruit dans la pièce. C'était un moment paisible, presque comme avant tout ce qui s'était passé. Soudain, Helga posa son livre. J'ai réfléchi, dit-elle. Je levai les yeux de mon livre. De quoi? De nous. De ce qui s'est passé. De ce que j'ai fait. Elle prit une grande inspiration. Je voulais te dire que je le regrette. Pas seulement parce que je me suis fait prendre, ou parce que ça nous a blessés. Mais parce que c'était mal. Parce que ce n'était pas ce que je voulais vraiment. Je fermai mon livre et le posai sur la table de chevet. Qu'est-ce que tu voulais vraiment? Elle réfléchit longuement avant de répondre. Je crois que je voulais me sentir vivante. Jeune. Désirée. Mais ce que j'avais avec Thomas, ce n'était pas réel. C'était un fantasme, une fuite. Ce qu'on a, toi et moi, c'est réel. Avec tous les hauts et les bas, avec toutes les années qu'on a partagées, avec tous les souvenirs, les enfants, les petits-enfants. C'est ça qui compte. Ces mots touchèrent quelque chose en moi, une corde qui n'avait pas été vibrée depuis longtemps. Je comprends le besoin de se sentir vivant, admis-je. Je l'ai ressenti aussi, ce vide parfois. Comme si la vie nous avait dépassés pendant qu'on ne regardait pas. Elle acquiesça vivement. Oui, exactement ça. Mais j'ai fait une erreur en croyant que je pouvais combler ce vide avec quelqu'un d'autre. Avec une aventure, un fantasme. Et maintenant, demandai-je doucement. Maintenant, je voudrais le combler avec toi, dit-elle simplement. Avec de nouvelles expériences, de nouveaux souvenirs. Si tu es prêt à me donner cette chance. Je la considérais longuement ma femme depuis plus de 4 décennies, la mère de mes enfants, ma partenaire à travers tous les hauts et les bas de la vie. Elle m'avait blessé, profondément et douloureusement. Mais elle était aussi la femme que j'avais toujours aimée, malgré tout. Je suis prêt, dis-je finalement. Il faudra du temps. Je ne peux pas promettre que j'oublierai un jour ce qui s'est passé. Mais je suis prêt à essayer. Des larmes brillèrent dans ses yeux, mais c'étaient des larmes de soulagement, pas de tristesse. Merci, murmura-t-elle. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la découverte de l'affaire, je retournai dans notre chambre à coucher. Pas pour de l'intimité où nous n'étions pas encore prêts pour cela, mais pour la simple, fondamentale proximité que nous avions partagée si longtemps. Être couchés côte à côte, entendre la respiration de l'autre, savoir que nous n'étions pas seuls. C'était un petit pas, mais un pas significatif. Un pas vers la guérison, vers un nouveau départ. Dans les jours et les semaines qui suivirent, nous poursuivîmes nos efforts. Les séances de thérapie, les nouvelles activités partagées, les conversations à cœur ouvert. Il y avait toujours des moments difficiles, des moments où le souvenir de la trahison se dressait comme un mur entre nous. Mais il y avait aussi de plus en plus de moments de connexion, de joie retrouvée l'un avec l'autre. Nous décidâmes de parler de la crise à nos enfants, pas tous les détails,
mais suffisamment pour qu'ils comprennent que nous traversions une période difficile, mais que nous travaillions à la surmonter. Je suis fier de vous, dit Lucas après que nous lui ayons tout expliqué, ainsi qu'à sa sœur. Beaucoup de couples auraient abandonné. Mais vous vous battez pour votre mariage. C'est admirable. Ces mots nous donnèrent à tous les deux la force de continuer, même les jours où cela semblait difficile. Noël approchait, et avec lui la question de savoir comment nous allions passer les fêtes. Au cours des dernières années, nous avions toujours organisé une grande réunion de famille, avec les enfants, les conjoints, les petits-enfants. Mais cette année, tout était différent. Peut-être devrions-nous partir en voyage, suggéra Helga. Juste nous deux. Quelque part où il fait chaud. Célébrer un nouveau départ. L'idée me plaisait. Loin des environnements familiers, des souvenirs, des habitudes. Un lieu neutre où nous pourrions nous redécouvrir. Nous réservâmes un voyage de 2 semaines à Madère, une île que nous avions toujours voulu visiter, mais que nous n'avions jamais eu l'occasion de faire. Les enfants furent compréhensifs, promirent de fêter Noël entre eux et de rattraper le temps perdu avec nous dans la nouvelle année. Lorsque nous montâmes dans l'avion le 23 décembre, je ressentais un mélange de nervosité et d'anticipation. C'était notre premier vrai voyage depuis des années, notre premier moment vraiment seul, sans les structures familières de notre quotidien. Madère nous accueillit avec un temps doux, une végétation luxuriante et des vues imprenables sur l'océan Atlantique. Notre hôtel, un petit établissement de charme à Funchal, était décoré pour les fêtes, mais d'une manière discrète et élégante, qui n'avait rien à voir avec la frénésie commerciale de Noël que nous connaissions chez nous. La veille de Noël, nous fîmes une randonnée le long des Levadas, les anciens canaux d'irrigation qui sillonnent l'île. Le paysage était spectaculaire, des falaises abruptes, des vallées profondes, des forêts luxuriantes. Nous parlâmes peu pendant la randonnée, nous contentant d'apprécier la nature, l'air frais, le mouvement. Le soir, nous avons dîné au restaurant de l'hôtel, à une table avec vue sur la mer. Des bougies, une musique douce, un repas excellent. J'avais l'impression d'être à un rendez-vous, comme au premier jour de notre relation. À nous, dit Helga en levant son verre. À un nouveau départ. À un nouveau départ, ai-je acquiescé en faisant délicatement teinter mon verre contre le sien. Après le repas, nous nous sommes promenés main dans la main sur la plage. La lune se reflétait dans l'eau, les vagues clapotaient doucement sur le rivage. C'était un moment parfait, paisible et comme hors du temps. Je t'aime, Friedrich, dit Helga soudainement, s'arrêtant et se tournant vers moi. Je t'ai toujours aimé. Même si je ne l'ai pas toujours montré, même si j'ai fait des erreurs, cela n'a jamais changé. J'ai plongé mon regard dans le sien, cherchant la vérité dans ses paroles. Et je l'ai trouvé là, cet amour que nous avions partagé, qui avait survécu malgré tout. Je t'aime aussi, ai-je dit doucement. Malgré tout. Nous nous sommes embrassés là, sur la plage, sous le ciel étoilé, avec le bruit de la mer en toile de fond. Ce n'était pas un baiser passionné comme dans notre jeunesse, mais quelque chose de plus profond, de plus calme, un baiser qui contenait de la compréhension, du pardon, de l'espoir. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la découverte de l'aventure, nous avons fait l'amour à nouveau. Avec douceur, presque timidement, comme des amoureux qui se découvrent. Mais aussi avec la familiarité de 2 personnes qui se connaissaient depuis des décennies, qui connaissaient chaque courbe, chaque ligne du corps de l'autre. Après cela, nous nous sommes allongés côte à côte, la tête d'Helga sur ma poitrine, mon bras autour d'elle. Dehors, la mer murmurait, un rythme constant et apaisant. Ce ne sera pas toujours facile, ai-je dit doucement. Quand nous rentrerons à la maison, le quotidien reprendra le dessus, les souvenirs, les doutes. Je sais, répondit-elle. Mais nous avons pris un nouveau départ. Et je suis déterminé à y travailler. Chaque jour. Je la serrai plus fort contre moi. Moi aussi. À cet instant, dans cette chambre d'hôtel inconnue sur une île loin de chez nous, j'ai ressenti pour la première fois depuis longtemps un véritable espoir. Pas l'espoir désespéré des premiers jours après la découverte, mais un espoir plus calme, plus réaliste. L'espoir que, malgré tout ce qui s'était passé, nous trouverions un moyen de continuer ensemble. Pas en tant que les personnes que nous étions autrefois, jeunes, naïves, épargnées par la trahison et la douleur. Mais en tant que les personnes que nous étions maintenant, plus âgées, plus sages, avec des cicatrices, mais aussi avec l'expérience que l'amour, le véritable amour, peut guérir même les blessures les plus profondes. Cela prendrait du temps. Cela demanderait du travail. Cela demanderait de la patience,
de la compréhension et du pardon. Mais cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Madère, je savais que nous étions sur la bonne voie. Un nouveau départ. Pas la fin de notre histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Notre retour à Hambourg mi-janvier nous a ramenés à la réalité, un temps hivernal froid et gris, la maison familière avec tous ses souvenirs, le quotidien avec ses routines et ses obligations. Après 2 semaines dans l'environnement paradisiaque de Madère, la transition fut brutale. Pourtant, quelque chose avait changé. Nous avions rapporté quelque chose de cette île, pas seulement des souvenirs et des photos, mais une nouvelle détermination, une nouvelle façon d'interagir l'un avec l'autre. L'ouverture d'esprit que nous y avions trouvée, l'intimité redécouverte, la joie prudente mais réelle l'un de l'autre, tout cela, nous voulions le préserver. Ce n'était pas facile. Dès le premier soir à la maison, alors que nous trions le courrier qui s'était accumulé en notre absence, j'ai trouvé une lettre de la caisse d'assurance maladie, adressée à Helga, avec un relevé de remboursement pour un rendez-vous chez le docteur Winkelmann le jour après qu'Helga ait mis fin à sa liaison. Elle avait consulté un nouveau médecin, comme elle l'avait promis. La vue de cette lettre a tout ramené à la surface, la découverte, la douleur, les images dans ma tête d'Helga et du docteur Berger. Pendant un instant, j'ai senti la vieille colère remonter en moi, comme si la douleur de la trahison était aussi fraîche que si elle s'était produite hier. Helga remarqua ma réaction. « Friedrich ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui tendis la lettre en silence. Elle comprit immédiatement. Je suis allé chez le docteur Winkelmann pour obtenir une ordonnance pour un autre orthopédiste, expliqua-t-elle calmement. Le docteur Brinkmann à Eppendorf. Je l'ai vu la semaine dernière pendant que tu étais au club d'échecs. Son ouverture, sa volonté d'expliquer sans qu'on le lui demande, m'apaisèrent. C'était une preuve de sa promesse d'honnêteté absolue. Merci de me le dire, répondis-je, m'efforçant de maîtriser mes émotions. Elle s'approcha de moi, posa sa main sur la mienne. Je sais que c'est difficile. Que des souvenirs, des déclencheurs vont ressurgir. Mais je suis là. Je répondrai à chaque question, j'aborderai chaque doute. On va y arriver. Je lui serrai la main, reconnaissant pour sa compréhension, pour sa patience face à mes moments de doute. Des moments comme ceux-là, il y en eut beaucoup dans les semaines et les mois qui suivirent. Un regard jeté par hasard sur son smartphone à la réception d'un message. Un appel inattendu, auquel elle répondait dans une autre pièce. Ces silences occasionnels, lorsqu'elle était plongée dans ses pensées, avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. À chaque fois, je luttais contre l'impulsion de me méfier, de suspecter, de contrôler. À chaque fois, je me rappelais notre promesse d'ouverture, les progrès que nous avions accomplis, l'amour que nous avions retrouvé. Nos séances de thérapie avec le docteur Martens nous aidaient. Elle nous offrait un espace sûr pour parler de ces moments, des angoisses et des incertitudes qui persistaient. Reconstruire la confiance prend du temps, expliquait le docteur Martens. C'est comme un muscle qui a été blessé et qui doit être reconstruit lentement. Chaque fois que vous surmontez un moment de méfiance, ce muscle devient un peu plus fort. Nous nous sommes efforcés de renforcer ce muscle. Helga, en restant transparente, en parlant ouvertement de ses journées, de ses pensées, de ses sentiments. Moi, en apprenant à exprimer mes craintes au lieu de les réprimer ou de les transformer en méfiance. J'ai eu un moment de doute aujourd'hui, ai-je avoué un soir, alors que nous étions assis sur le canapé, chacun avec un verre de vin. Tu es resté longtemps au téléphone et je n'entendais pas à qui tu parlais. Au lieu de se mettre sur la défensive ou de se fâcher, Helga hocha la tête avec compréhension. C'était Ingrid, expliqua-t-elle. Elle a des problèmes avec Thorsten et je ne voulais pas que tu entendes toute l'histoire, parce que c'était assez personnel. Mais j'aurais dû te dire de quoi il s'agissait après. C'était une erreur. Ces petits moments d'honnêteté, de vulnérabilité, construisaient lentement quelque chose de nouveau entre nous, une confiance qui ne reposait plus sur une sécurité aveugle, mais sur une décision consciente, sur un travail quotidien. Parallèlement, nous avons continué à essayer de découvrir de nouveaux centres d'intérêt communs, de créer de nouveaux liens. Le cours de danse est devenu un élément fixe de notre semaine, tout comme les promenades du week-end, les visites de musées et de concerts, les soirées cuisine avec de nouvelles recettes. En février, juste avant mon 68e anniversaire, Helga m'a surpris avec une idée spéciale. Je nous ai inscrits à un atelier, annonça-t-elle au petit déjeuner. Photographie numérique pour débutants. Tous les samedis, pendant 6 semaines. J'étais surpris. La photographie était quelque chose qui m'avait toujours intéressé,
mais jamais assez pour que je m'y consacre sérieusement. Pourquoi la photographie, justement, demandai-je avec curiosité. Elle sourit. Tu te souviens de nos premières années? De la façon dont tu te promenais toujours avec ton vieil appareil photo, à prendre des photos de tout? Je me suis dit que c'était peut-être le moment de raviver cet intérêt. Et je me suis dit qu'on pourrait le faire ensemble. Le souvenir me frappa à mon vieil appareil photo Pentax, la joie de saisir des moments, les heures passées dans la chambre noire improvisée dans la salle de bain de notre premier appartement. Un hobby que j'avais abandonné lorsque les enfants sont arrivés, lorsque la carrière est devenue plus importante, lorsque la vie s'en est mêlée. C'est une merveilleuse idée, dis-je, touché par son attention, par le fait qu'elle se souvenait de cette ancienne passion. L'atelier s'est avéré être une révélation. La photographie numérique était bien sûr complètement différente de l'argentique que j'avais pratiqué autrefois, mais les principes de base étaient les mêmes: la lumière, la composition, l'œil pour le moment décisif. Helga et moi avons appris ensemble, expérimenté, fait des erreurs, ri de tout cela. Le week-end, nous partions, armés de nos nouveaux appareils photo numériques, un cadeau d'anniversaire de Helga pour moi, et un de moi pour elle pour la Saint-Valentin, et explorions Hambourg et ses environs avec un regard neuf. La Specherstadt dans la lumière du matin, l'Alster au coucher du soleil, le port avec ses navires et ses grues, les parcs et jardins qui sortaient lentement de leur sommeil hivernal. Nous ne photographions pas seulement des paysages et des bâtiments, mais aussi l'un l'autre. Helga dans un moment de concentration, le visage à moitié dans l'ombre, à moitié dans la lumière. Moi, surpris par une averse soudaine, riant sous un parapluie trop petit. Des petits moments du quotidien qui, à travers l'objectif de l'appareil photo, semblaient soudainement significatifs, capturés pour l'éternité. Tu sais ce que j'aime dans la photographie, dit Helga un jour, alors que nous passions en revue nos photos sur l'ordinateur. Elle te force à regarder attentivement. Pas seulement à regarder, mais à vraiment voir. Je comprenais ce qu'elle voulait dire. L'appareil photo nous avait tous les deux appris à être plus attentifs, plus présents dans l'instant, plus conscients de la beauté et des détails qui nous entouraient. Peut-être était-ce l'une des raisons pour lesquelles notre mariage était entré en crise, nous avions cessé de vraiment regarder. Nous nous étions perdus dans la familiarité, dans la routine, avions oublié de percevoir les changements, les besoins, les désirs inavoués de l'autre. Maintenant, nous apprenions à voir à nouveau. Non seulement à travers l'objectif de l'appareil photo, mais aussi directement, face à face, avec des yeux et un cœur ouverts. En avril, alors que le printemps transformait Hambourg en une mer de fleurs, j'ai osé faire un pas qui me semblait impossible depuis des mois, j'ai commencé à pardonner à Helga. Pas dans un moment dramatique de révélation, mais lentement, presque imperceptiblement, dans de petits moments du quotidien. Quand, un matin, elle m'a apporté du café, exactement comme je l'aimais, avec une touche de cannelle qu'elle avait spécialement achetée pour moi, bien qu'elle n'en raffole pas. Quand je l'ai surprise en train de lire, profondément absorbée par un livre, le visage doux dans la lumière de la lampe, et que mon cœur s'est serré d'amour pour cette femme que je connaissais depuis près d'un demi-siècle. Quand nous avons ri ensemble d'une blague idiote que seuls nous comprenions, parce qu'elle était basée sur un souvenir commun qui n'appartenait qu'à nous. Dans ces moments, je sentais la douleur de la trahison s'estomper lentement, ne pas disparaître, mais trouver sa place dans notre récit commun, un chapitre sombre, mais pas la fin de l'histoire. Je crois que je commence à te pardonner, lui ai-je dit un soir, alors que nous étions assis dans le jardin, à profiter des premières journées chaudes de l'année. Non pas parce que j'ai oublié ce qui s'est passé, mais parce que je comprends que ce n'est qu'une partie de nous, pas le tout. Des larmes lui sont montées aux yeux, mais c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude. Merci, a-t-elle murmuré. Je sais que je ne le méritais pas. Il ne s'agit pas de mérite, ai-je répondu, répétant les mots que j'avais prononcés des mois auparavant. Il s'agit de ce que nous voulons tous les deux, de ce qui est juste pour nous deux. Et je te veux. Nous. Malgré tout. Elle a pris ma main, l'a serrée fort. Moi aussi. Plus que tout. À cet instant, dans le jardin de notre maison commune, entouré des plantes que nous avions cultivées ensemble, sous le ciel du soir qui se remplissait lentement d'étoiles, j'ai ressenti une certitude profonde et tranquille, nous y arriverions. Non pas parce que c'était facile ou parce que la douleur avait complètement disparu, mais parce que nous étions tous les deux déterminés à nous battre pour cela, chaque jour à nouveau. La crise qui avait ébranlé notre mariage nous avait obligés à nous arrêter, à réfléchir, à grandir. Elle nous avait montré que rien n'allait de soi, que l'amour était une décision quotidienne, un travail quotidien. Elle nous avait appris à voir à nouveau l'un l'autre et nous-mêmes. À l'approche de l'été,
nous avons planifié un autre voyage cette fois en Italie, en Toscane, un endroit que nous avions toujours voulu visiter tous les deux. Nous avons loué une petite maison de campagne, entourée de vignes et d'oliveraies, loin de l'agitation touristique. Là-bas, sous le soleil toscan, au milieu des douces collines et du paysage intemporel, nous avons fêté notre 43e anniversaire de mariage. Non pas avec de grands gestes ou des cadeaux extravagants, mais avec un simple dîner sur la terrasse de notre maison de vacances, préparé par nos soins avec des ingrédients locaux, accompagné d'un verre de vin du village voisin. À nous, ai-je dit en levant mon verre. À toutes les années que nous avons partagées, et à toutes celles qui sont à venir. À nous, a acquiescé Helga, son verre tintant doucement contre le mien. À l'amour qui est assez fort pour survivre. Dans ses yeux, j'ai vu la femme que j'avais épousée il y a plus de 4 décennies non pas inchangée, non pas épargnée par le temps et les expériences, mais toujours elle, toujours ma Helga. Et dans mon cœur, je savais qu'elle voyait toujours en moi son Friedrich, malgré les cheveux gris, les rides, les cicatrices que la vie avait laissées. Nous avions parcouru un long chemin, depuis ce jour fatidique de novembre où j'avais découvert les messages sur son téléphone, jusqu'à cet instant sous le ciel étoilé de la Toscane. Un chemin rempli de douleurs et de guérisons, de doutes et de nouvelles certitudes, de pertes et de redécouvertes. Ce n'était pas la fin de notre voyage, la vie continuait, avec tous ses défis et ses surprises. Mais nous allions parcourir ce chemin ensemble, côte à côte, main dans la main, avec des yeux et un cœur ouverts. Car c'est bien ce que nous avions appris durant cette année de crise et de guérison, que le véritable amour ne réside pas dans la perfection, ni dans l'absence d'erreur ou de souffrance, mais dans la décision de rester ensemble malgré tout, d'aimer malgré tout, de pardonner malgré tout. Une décision que nous prenions chaque jour, consciemment et de tout notre cœur. Et ainsi, tandis que le soleil se couchait derrière les collines toscanes et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, nous savions tous les deux que nous étions rentrés chez nous non pas dans un lieu, mais l'un auprès de l'autre. Fin.